fois bouleversée et euphorique de la projection d'India Song. Et de façon inexplicable, je me suis sentie tout de suite en totale osmose avec cette œuvre que je découvrais. Et dès lors, j'ai lu tous ses livres, vu toutes ses pièces de théâtre. Un vrai bonheur quand La Mère de Marguerite était interprétée par Madeleine Renaud, accompagnée de Jean-Pierre Aumont, Michael Lonsdal, Bulogier. Vu tous ses films, et mon préféré étant Son nom de Venise dans Calcutta désert, film d'une absolue originalité où la désynchronisation entre ce qu'elle appelait le film des voix et le film des images est portée à son apogée. Et puis évidemment, il y a la formidable musique de Carlos D'Alessio. Marguerite nous raconte sa rencontre avec Carlos. À vrai dire, je ne sais pas très bien d'où il vient, Carlos D'Alessio. On dit du pays argentin, mais lorsque j'ai entendu sa musique pour la première fois, j'ai vu qu'il venait du pays de partout. J'ai vu des frontières aplanies, des défenses disparues, la libre circulation des fleuves, de la musique, du désir. Et j'ai vu que j'étais aussi bien de cette nation argentine que lui, Carlos D'Alessio, de ce Vietnam du Pacifique Sud. Quelle joie! J'ai été très heureuse. Et je lui ai demandé de faire la musique pour un film de moi. Et il a dit oui. J'ai dit sans argent. Et il a dit oui. Et moi, j'ai fait les images et les paroles en raison du blanc que je lui laissais pour sa musique à lui. Et je lui ai expliqué que ce film se passait dans un pays qui nous était inconnu, aussi bien à lui qu'à moi, les Indes coloniales, l'étendue crépusculaire de lèpre et de faim des amants de Calcutta, et que nous devions les inventer, tous les deux, en entier. Nous l'avons fait. Elle continue. Je fais des films pour occuper mon temps. Si j'avais la force de ne rien faire, je ne ferais rien. C'est parce que je n'ai pas la force de ne m'occuper à rien que je fais des films, pour aucune autre raison. C'est là le plus vrai de tout ce que je peux dire sur mon entreprise. Quand je faisais des livres, je ne crois pas que j'en étais là, non. Mais les raisons que j'avais d'écrire à l'origine, je ne les connais plus. Peut-être rejoignent-elles celles-là. Ce qui m'étonne, c'est que tout le monde n'écrive pas. J'ai une admiration secrète pour les gens qui n'écrivent pas. Et aussi, bien sûr, pour ceux qui ne font pas de films. Elle avait aussi beaucoup d'humour. Heureusement, elle a donc continué à occuper son temps. Et à chaque nouvelle parution, je me précipitais toujours le premier jour pour aller acheter le livre qui allait, j'en étais sûre, me ravir. Et je me battais souvent, alors âprement, dans de vives discussions avec mes amis, pour démontrer que son œuvre n'était pas intellectuelle, que son écriture était très simple, tout à fait abordable et avant tout émouvante. Un jour, après de multiples occasions loupées par timidité, j'ai enfin osé l'aborder rue Saint-Benoît pour lui exprimer toute mon admiration. Elle m'a aussitôt demandé si j'avais vu sa dernière pièce. Non, lui répondis-je. Et là, elle m'a presque engueulé. Penaude, j'ai argué du fait que la pièce venait tout juste de commencer. C'est vrai, dit-elle, et de conclure, merci de m'avoir abordé. C'était avant l'amant, avant le Goncourt, avant Pivot, en 84, et elle souffrait de n'être pas encore reconnue. Bref, vous l'avez compris, je suis une inconditionnelle. C'est pourquoi, passant quotidiennement rue Saint-Benoît, je déplorais depuis son décès en 1996 qu'aucune plaque ne commémore cet appartement mythique qu'elle adorait et où tant de personnalités du milieu du XXe siècle se sont réunies. Aujourd'hui, je suis donc comblée. Je remercie les propriétaires de l'immeuble d'avoir donné leur accord, la mairie de Paris d'avoir fabriqué la plaque et organisé cette cérémonie, messieurs Jean-Pierre Lecoq et Romain Lévy de l'inaugurer, nombre de mes amis et vous tous d'être présents. Son fils Jean Mascolo, qui n'a pu être parmi nous aujourd'hui, nous a fait part de son émotion. Et une dernière info, son œuvre de 1943 à 1973 sort le 20 octobre dans 2 tomes de la Pléiade.